Ouais, c'est ça. Bon, il est 11h35. Je propose qu'on commence. Donc, bonjour et bienvenue à tous ceux qui se sont connectés ce matin en grand nombre, hein, sur ce rendez-vous des animateurs de captage en Bretagne. Merci donc à Muriel Thésé, un pilote régional EDCH, d'avoir accepté d'intervenir ce matin, hein, en rattrapage un petit peu du manque de cette présentation qui devait être faite le 4 février à l'UDEAC. En introduction de ce webinaire, pour rappel, et dans le chat, vous avez le lien, la dernière visio était consacrée à un retour d'expérience sur le captage de l'Anidi dans le Finistère, à Morlaix, dans lequel donc une animatrice de captage a fait une intervention pour parler de sa démarche captage prioritaire et particulièrement du plan d'action mis en œuvre. Et il y avait aussi une intervention de son président, donc Guy Pennec, qui a eu un discours très fort autour de sa volonté d'aller vers des mesures préventives. Prochain webinaire, c'est le 14 mars, idem, un rétexte d'eau du pays de Saint-Malo, donc une nouvelle animatrice de captage, hein, Bérangère Hénache, qui fera la même chose, hein, sur ses captages gérés par eau du pays de Saint-Malo. Le 28 avril à 11 heures, un retour aussi d'expérience du réseau Défi Collectivité, pour présenter un peu leur démarche vers le zéro phyto, voilà, sur les terrains de foot, les cimetières et autres. Le 5 mai à 11 heures, l'INRAE, Thierry Morvan fera également un webinaire sur mieux connaître l'efficacité du piégeage d'azote par les couverts hivernaux. Et une date à suivre fin mai, début juin sur les MAEC, pardon, portés par la DRAF et par la région, hein, pour aller vers la protection de l'eau. Voilà pour un petit point rapide des prochains événements. Je laisse la place donc du coup à Muriel Thésé, que je remercie au passage, hein, pour ce point sur la réglementation et les perspectives, hein, sur ces PFAS, sujet d'actualité. Merci à toi, Muriel. Je t'en prie. Bon, bonjour à tous. Donc, Sophie m'a présenté pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Muriel Thésé. Donc, je suis pilote régional des eaux destinées à la consommation humaine à l'ARS Bretagne. Je suis basée en siège au niveau de la région à Rennes. Et donc, voilà, il était convenu que j'intervienne au niveau de la journée des animateurs de captage qui a eu lieu à l'ODEAC le 4 février. Donc, cette présentation n'a pas pu être faite. Moi, j'avais réussi à me faire remplacer, étant un petit peu indisponible à ce moment-là. Et en fait, par manque de temps, de toute façon, voilà, cette présentation n'a pas été faite. Donc, à la demande apparemment d'un certain nombre d'entre vous, Sophie, voilà, a sollicité de ma part une présentation en webinaire. Donc, je le redis, je vais rester modeste dans cette présentation, hein. Je ne sais pas, voilà, où en sont vos connaissances sur les PFAS, mais l'idée, c'est effectivement de balayer, voilà, la définition et les réglementations PFAS, faire un petit point de situation, sachant que entre ce qui était prévu le 4 février et ce jour, eh ben, effectivement, il y a eu une actualité réglementaire PFAS. Donc voilà, ça va être l'occasion de refaire un focus sur ce nouveau point qui a été publié réglementairement fin février. Donc au niveau sommaire, donc très très globalement, donc, diapo 2 s'il te plaît. On va être obligé de passer les diapos comme ça parce que je ne visualise pas ce qui se passe à l'écran. Donc, on va les passer pour moi. Voilà, donc un petit point sur les connaissances PFAS, sur les outils les outils nationaux qui sont déployés pour travailler sur ce sujet, un focus réglementaire et effectivement, voilà, pour arriver aux sources de connaissances en Bretagne et aux actions qui sont d'ores et déjà envisagées depuis 2024 et qui vont se poursuivre en 2025. Donc, au niveau connaissances générales, voilà. Alors, je ne sais pas quelles en sont vos connaissances, mais voilà, les PFAS, hein, ce sont donc des substances per- et polyfluoroalkylées. Donc, les polyfluoroalkylés, en fait, la différence, c'est qu'ils sont partiellement saturés d'atomes de fluor. Oui, les perfluorés sont totalement saturés et les polyfluorés sont partiellement saturés.
Donc, il y a plusieurs, je vous ai mis quelques exemples là des plus importants, enfin des PFAS dont on parle le plus, PFOA, PFOS. Donc, les différentes caractéristiques, notamment, c'est la chaîne carbonée, donc qui peut avoir plus ou moins de carbone. Donc, on parle de chaînes ultra courtes ou très très courtes quand il y a 1 à 3 atomes de carbone. De chaînes courtes dans les PFAS quand on a 4 à 6 atomes de carbone, et 7 et plus, on parle de PFAS à chaîne longue. En fait, la différence entre ce nombre d'atomes de carbone est importante. Vous le voyez dans le schéma en fait qui est sur votre droite. Les PFAS, en fait, ce sont des molécules qu'on appelle amphiphiles, c'est-à-dire qu'elles ont la particularité, de par leur composition, d'être à la fois hydrophiles et hydrophobes. Et donc, en fonction voilà, du nombre de chaînes de carbone qu'elles ont, bah, effectivement, voilà, il y a plus ou moins d'opposition ou de résistance à la rétention du fait voilà, de leur tête fluorée. Donc, en fait, la chaîne carbonée fluorée, ça apporte la capacité lipophile de la molécule. Donc, voilà, ça concernera notamment hein, les capacités, enfin, la prégnance dans l'eau et sa capacité à être retenue ou pas dans les chaînes de traitement. Diapo suivante. Ces capacités amphiphiles en font des molécules très, très intéressantes au niveau industriel. Elles sont totalement, elles n'existent pas du tout dans le milieu naturel, hein. Elles ont été totalement créées chimiquement dans les années 40 de mémoire. Oui, c'est ça, des années 1940. Et en fait, voilà, de par l'ensemble de ces particularités, en fait, elles ont été énormément, énormément produites et utilisées. Donc, il existe des milliers de PFAS, voilà, et une bonne synthèse utilisée au niveau industriel. Donc, on n'est pas, voilà, pour vous dire où on en est au niveau de la recherche et de la mise en évidence hein, de ces molécules dans l'environnement. Donc, de par leurs propriétés, voilà, hein, elles ont été énormément utilisées. Elles sont anti-adhésives, ignifuges, anti-taches, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs. Donc, voilà, je vous ai illustré sur le schéma quelques-unes des situations où effectivement on a pu en produire. Les outils qui sont déployés au niveau national, donc notamment les outils depuis 2024, hein, donc on a le plan interministériel sur les PFAS qui a fait le focus sur cette situation et qui a mis en évidence, je dirais, voilà, l'affichage des actions de l'État en fait sur cette problématique de PFAS. Donc, le plan interministériel, donc, vous voyez, qui date d'un peu moins d'un an, hein, affichait 3 axes. Donc, un premier axe qui était d'acquérir des connaissances sur les méthodes de mesure d'émissions voilà, et de dissémination des PFAS et de leur exposition. Donc, autant pour vous dire effectivement là, on est sur la recherche de base, hein. Il y a eu, voilà, les PFAS, on voit, ont été industriellement très, très utilisés. Maintenant, nous, on est sur le volet post-usage. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment, voilà, il faut acquérir des connaissances sur la dissémination de l'ensemble de ces particules dans notre environnement. L'axe 2, c'était améliorer et renforcer la surveillance et la mobilisation des données. Donc voilà, il y a un premier axe qui est recherche, un deuxième axe qui est maintenant, voilà, on surveille, on mesure. Et l'axe 3 qui est réduire le risque d'exposition à la population au PFAS. Le focus côté ministère de la Santé dans ces 3 axes, c'était déjà de permettre aux laboratoires de monter en compétences sur leur capacité analytique de recherche des molécules et d'isolement des molécules et de leur mise en évidence.
Stabiliser les méthodes analytiques, hein, ça va un petit peu de pair. Alors, il y a milieu à queue et il y a alimentation, notamment. Et puis, il y a travail aussi euh, sur, euh, sur le volet qualité de l'air. Renforcer la surveillance alimentaire également. La campagne Access exploratoire, donc là, c'est une campagne dédiée plus particulièrement aux œufs destinés à la consommation humaine. Donc, c'est une campagne exploratoire qui a commencé en 2024 avec, pour ce qui nous concerne, 3 départements sur 4 qui ont été investigués. Le dernier, le dernier département sera investigué mars-avril, ben, il me semble, tout prochainement. Et donc, du coup, les résultats de la campagne exploratoire, qui est une campagne nationale, sont attendus sur 2025. Il y avait également comme focus pour la DGS inventorier voilà, l'ensemble des eaux souterraines contaminées, faire un certain nombre de saisines au niveau de Santé publique France pour permettre effectivement le suivi de la santé de la population vis-à-vis de ces molécules. Et enfin, par le biais de l'ANSES, disposer de VTR, donc de valeurs toxicologiques de référence sur un certain nombre de ces molécules pour pouvoir effectivement prévenir l'exposition et le potentiel impact sanitaire de ces molécules. Donc, vous avez plusieurs cohortes qui existent d'ores et déjà, hein. La cohorte ELF, l'étude Esteban, qui sont en fait des suivis à long terme de groupes de population avec un suivi mensuel régulier fait par des organismes agréés sur un certain nombre de comportements de, de populations cibles et avec des dosages réguliers de ces personnes qui acceptent de rentrer dans ces cohortes pour voir un petit peu comment peut se faire l'imprégnation et à quoi elle peut être due. Au niveau réglementaire, donc la première chose dont on dispose au niveau du ministère de la Santé, c'est l'arrêté du 30 décembre 2022 de transposition de la directive européenne, donc qui a posé hein, une limite de qualité à respecter au plus tard pour le 12 janvier 2026, réglementairement au niveau européen, pour les eaux destinées à la consommation humaine avec un 0,1 microgramme par litre pour une somme de 20 molécules. Donc je vous ai rappelé les 20 molécules ici. Je vous ai mis effectivement aussi la valeur en nanogrammes par litre parce que dans la littérature, vous trouvez souvent, hein, de plus en plus maintenant, des valeurs exprimées en nanogrammes par litre et notamment si vous, voilà, les articles de journaux ou autres parlent souvent en nanogrammes par litre. La réglementation, elle affichait du microgramme par litre. Donc, on a une limite de qualité fixée à 0,1 microgramme par litre au plus tard réglementairement au 12 janvier 2026 dans l'eau du robinet, avec effectivement une valeur aussi pour les eaux brutes qui est fixée à 2 microgrammes par litre. Sachant qu'effectivement, je dirais le consensus va sur le fait que l'idée est, au-delà de ces limites de qualité, d'atteindre et de viser les valeurs les plus basses possibles, quelles que soient les molécules étudiées. Qu'est-ce que nous avons également dans la réglementation? Nous avons un avis de l'ANSES, un avis, pardon, pas de l'ANSES, du Haut Conseil en santé publique qui a été publié au mois de décembre. Donc, si vous le recherchez, il date du 9 juillet. Il a été, au moment de sa publication, amendé d'un certain nombre de choses. Donc, effectivement, la publication du 18 décembre est la dernière à jour. Donc, qu'est-ce que dit en fait cet avis de l'ANSES? Donc, il parle de la nécessité en fait de produire une accessibilité d'informations sur les PFAS les plus à risque. Donc, produire voilà, produits et sources d'émissions et d'exposition. Euh,
il fait des recommandations sur les capacités analytiques et les procédés de traitement. Donc, je vous en ai parlé dans les axes 1 et 2 qui étaient fléchés de la stratégie gouvernementale PFAS. Donc, en posant une incertitude des concentrations de mesure à 30%. Donc, c'est d'où l'importance quand même voilà, ça pointe l'importance de valeurs de PFAS fournies par des laboratoires agréés et surtout sous accréditation pour avoir compte tenu de l'incertitude de mesure due à la complexité de ces molécules, effectivement, il convient de bien asseoir en fait les résultats des capacités analytiques de laboratoire reconnus. Voilà, l'avis de l'ANSES demande de déterminer des zones de territoire à risque prioritaire, donc voilà, avec des publications de niveau concentration cible euh, et, et voilà, de continuer à travailler à cette détection. Et il recommande, en complément de la limite de qualité de 100 nanogrammes par litre, voilà, de viser une valeur la plus réduite possible. Et eux, ils parlent d'une valeur de 20 nanogrammes par litre pour notamment 4 PFAS jugés les plus préoccupants. Voilà. Sachant que le PFOA et le PFOS ont été respectivement en décembre 2023 par le Centre international de recherche sur le cancer, classés respectivement cancérogènes pour l'homme et le PFOS potentiellement cancérogène pour l'homme. Voilà. Donc, il y a 4 molécules qui sont les plus avisées voilà, lorsqu'on surveille la somme des 20. Donc ça, c'est l'avis de l'ANSES, l'avis du Haut Conseil pardon, du 12 décembre. Euh, la DGS a saisi l'ANSES pour effectivement avoir pour obtenir des VTR et des valeurs toxicologiques de référence. Et on est également, toujours, je vous le disais, en attente de la publication de la campagne exploratoire qui au départ était fixée à 2024, qui s'est poursuivie sur 2025, de par aussi les capacités analytiques des laboratoires, donc attendues, je dirais, vu que les derniers prélèvements n'ont pas encore eu lieu, plutôt second semestre 2025. Réglementairement, eh ben, écoutez, là on est au fait de l'actualité. Il y a fin février une loi qui est parue visant à protéger la population face au risque de présence des PFAS. Cette loi, donc, elle complète notamment le code de l'environnement et le code de la santé publique en vue de la protection de la population. Alors, j'espère que ça s'affiche un peu mieux chez vous que chez moi. Les flèches ont été décalées, du coup, donc j'espère que c'est quand même lisible. Donc, que dit cette loi au niveau gouvernemental? Cette loi affiche que sous un an, il y a un plan d'action interministériel qui doit être adopté pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine. C'est un vaste chantier, je ne vous en dirai pas plus, hein, je ne sais pas plus que ce qui est écrit effectivement sur les articles de loi. Sauf que effectivement, ça va forcément engager des travaux en interministériel pour, voilà, pour s'attaquer à ces problèmes. Alors, avant la dépollution, je dirais voilà, il y a les difficultés de dépollution et après, il y a la recherche également de la source hein, du problème dont il va aussi falloir s'occuper. Cette loi, elle vise vise un deuxième point, c'est qu'effectivement, il est fléché un bilan annuel national sur la qualité de l'eau du robinet au regard des PFAS. Donc, il y a annuellement ce bilan, hein, existe d'ores et déjà. Mais là, effectivement, il y a un focus qui est fait sur le bilan exclusivement. Le bilan de l'eau du robinet existe déjà. Là, c'est un bilan exclusivement PFAS avec la production d'une cartographie nationale mise à jour tous les ans. Et il y a effectivement également affiché la nécessité de produire sous un an des normes sanitaires actualisées pour les PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine. Donc toujours au regard effectivement de l'axe 1 qui était fléché euh, dans, dans le, dans le projet gouvernemental interservice dont je vous ai parlé tout au début,
qui faisait le focus sur la nécessité voilà, d'acquérir des meilleures connaissances, de mieux comprendre comment évoluent les PFAS dans l'environnement. Donc on voit qu'il est d'ores et déjà affiché pour 2026 une demande d'actualisation sanitaire pour les valeurs dans les EDCH. Concrètement, cette loi, elle affiche d'ores et déjà des compléments dans le Code de l'environnement. Donc avec, voilà, à compter de janvier 2026, l'interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché d'un certain nombre de produits contenant des PFAS. Et d'ici à 2030, en fait, l'interdiction de tout produit, voilà, de tout textile contenant des PFAS, voilà, impossibilité de produire, d'utiliser, de vendre hein, et d'importer l'ensemble de ces textiles. Donc, il y aura deux gammes deux échéances. Et il y a effectivement un ajout aussi d'un article, d'un article dans le Code de l'environnement qui vise à une réduction progressive des rejets à queue des PFAS des installations industrielles. Donc, pour tendre hein, à la fin des rejets dans un délai de 5 ans. Donc, on vise effectivement entre 2025, on voit que voilà, entre la décision de 2025, les premières obligations réglementaires de 2026 et voilà, les totales interdictions de 2030, on est dans des laps de temps malgré tout très courts et bien ambitieux. Le Côté Code de la santé publique, il y a également l'ajout d'un article qui précise que le Code de la santé publique enfin, qui précise que, en fait, pas le code de la santé publique, pardon, le contrôle sanitaire pourra introduire, lorsque les molécules sont quantifiables et que les connaissances territoriales ou locales mettent en évidence une particularité concernant les PFAS ou une imprégnation particulière, on pourra aller au-delà des 20 molécules qui sont d'ores et déjà inscrites au titre du Code de la santé publique. Localement parlant, fonction des situations, effectivement, il conviendra de rajouter voilà, des PFAS du milieu ciblé. Donc ça, voilà, hein, c'est des textes qui datent d'il y a même pas 15 jours. Et nous avons eu côté ARS en complément une instruction qui est sortie le 19 février qui nous permet voilà, de cibler en fait des modalités de gestion sur la surveillance des PFAS en amont de l'obligation réglementaire du 12 janvier 2026 concernant, voilà, concernant les limites des 0,1 dans les eaux distribuées et qui va nous permettre, je vais vous l'expliquer après, voilà, d'amorcer le contrôle sanitaire et d'avoir un état de la situation des PFAS vis-à-vis des eaux destinées à la consommation humaine. Pour faire un focus sur la Bretagne plus particulièrement, donc les situations qui ont été portées à la connaissance de l'ARS, elles ont donc depuis 2024 plusieurs sources. Donc, on a les données de surveillance des milieux qui ont été réalisées par l'Agence de l'eau, qui nous ont permis d'orienter en fait les sites de campagne exploratoire de l'ANSES. Donc, chaque direction départementale a choisi une dizaine de sites de par notre connaissance aussi du milieu, de par la connaissance qu'on avait des sites qui étaient déjà, je dirais, mis en évidence par une pollution diffuse pesticides potentiellement, donc on estimait aussi à risque PFAS, et complété justement par cette surveillance des milieux qui avait été faite qui est faite par l'Agence de l'eau. On a aussi des données des investigations de réal auprès des ICPE, donc données qui ont été investiguées sur les campagnes de 2024. Donc, il avait été ciblé 250 ICPE identifiés en Bretagne, identifiés non pas à risque, mais identifiés comme faisant partie des,
des ICPE à investiguer. Donc, aux dernières nouvelles, il y avait 50% enfin, 50% de ces ICPE qui avaient mené les investigations jusqu'au bout. Donc, autant vous dire que voilà, les données ne sont pas encore complètement consolidées. Quand on a en fait les résultats de ces ICPE avec un partage des infos de l'Adréal sur des potentiels voilà, relargages ou présence de PFAS en fait dans les eaux relarguées de ces ICPE, en fait voilà, il y a une investigation de l'Adréal pour déjà euh, investiguer le milieu même en fait du rejet et voir si ça correspond potentiellement et s'il y a un lien en fait avec nos eaux ressources. Est-ce qu'effectivement le milieu où est relargué potentiellement le PFAS au niveau de l'ICPE peut avoir un contact, un lien à un moment donné avec une eau, donc une eau utilisée à des fins de consommation humaine, donc on superpose ces données avec nos couches captage haute surface et eau souterraine. Enfin, nous avons des informations qui nous sont portées à connaissance par l'autosurveillance qui a démarré pour certains producteurs-distributeurs d'eau, avec une situation qui a été d'ores et déjà identifiée sur l'année 2024. Et la campagne ANSES exploratoire, où je vous disais, nous attendons effectivement la consolidation des données, mais il faut savoir que de toute façon, à partir du moment, on n'a pas l'ensemble des données de la campagne exploratoire, mais dès qu'est détecté quand même les PFAS sur les sites qu'on a ciblés, les directions départementales ont une première alerte et des investigations sont d'ores et déjà menées voilà, pour travailler à l'exploration des données lorsqu'il y a une identification qui est faite. Donc, sur 2024, il y a eu 2 sites identifiés. Un premier qui a donné lieu à l'arrêt, hein, à l'arrêt des captages qui avaient été identifiés par cette campagne ANSES, donc arrêt d'utilisation de ces captages pour la production de l'eau potable et les investigations sont en cours pour essayer de comprendre, enfin, de mesurer la contamination de la ressource et surtout d'en comprendre les origines. Et une deuxième situation qui a été identifiée euh, avec des prélèvements complémentaires qui sont en cours, mais où là, voilà, il y a eu une identification, une mise en évidence de la présence, mais sans valeur, voilà, qui mettent en évidence un risque pour la production de l'eau potable. Simplement une mise en évidence de la présence de cette molécule. Enfin, on a voilà, aussi Donc là, le focus était sur l'eau destinée à la consommation humaine. Il y a d'autres voies hein, d'exposition qui sont également questionnées au niveau national. Donc, il y a des voies notamment liées à l'alimentation. Donc, parce que selon le rapport de l'EFSA de 2020, hein, les produits de la mer, des œufs et des viandes sont les aliments qui contribuent le plus à l'exposition humaine au PFOS et au PFOA. Donc voilà, donc ça reste une question voilà, qui va devoir être amendée hein, pour protéger, dans le cadre de la surveillance des milieux et de la protection de la population. Il y a effectivement aussi voilà, une source d'exposition via l'inhalation à l'air, hein, alors que ce soit l'air intérieur comme l'air extérieur, puisque voilà, il peut y avoir des molécules présentes dans les sols et ressoulevées à certains moments. Et effectivement, a été posée aussi la question au niveau national de potentiels contacts, potentiels risques de contact cutané via une exposition potentielle à des baignades avec des eaux de surface qui pourraient être contaminées au PFAS. Les actions qui vont être menées sur la Bretagne, elles visent à avoir, sur la période 2024-2025, une meilleure connaissance, la plus exhaustive possible, de la qualité de l'état enfin, un point de situation sur la qualité de l'eau distribuée.
Donc, sans attendre l'obligation réglementaire en fait de 2026, euh, on a en fait intégré la somme des 20 PFAS au contrôle sanitaire à compter du 1er février 2025. Donc, cette analyse se fera sur les unités, sur les sorties de distribution des eaux destinées à la consommation humaine pour vérifier, voilà, pour mesurer la concentration des PFAS dans l'eau produite sur l'ensemble du bassin breton. Euh, voilà, parce que effectivement, il n'y a pas eu les investigations de Réal ICPE n'ont pas ciblé, hein, donc on peut dire que c'est un bon point pour la Bretagne, n'ont pas ciblé d'industries utilisant ou fabriquant spécifiquement des PFAS. Donc, voilà, les investigations qui sont menées sont des investigations liées à de la pollution diffuse et potentiellement historique à un moment donné, qui font que les milieux sont imprégnés. Et donc, voilà, il faut qu'on investigue actuellement l'ensemble des eaux traitées pour avoir une idée de la situation. Voilà, on espère bon, pour fin 2025 et si on peut en amont d'ici à la rentrée prochaine avoir une idée, une photographie du territoire sur la situation des concentrations en PFAS des eaux distribuées. Ces résultats sont bien évidemment hein, partagés avec seront discutés en misaine et partagés entre services de l'État pour, je vous disais, investiguer les sources de pollution détectées, puisque logiquement, vu ce qu'on a vu les premières investigations de Réal, ce ne sont pas des sources euh, de production à l'instant T, ce sont plutôt voilà, des ressources de contamination antérieure ou d'imprégnation des sols. Et il va falloir comprendre leur dégradation, comprendre le cheminement et voir effectivement comment on peut intervenir à la ressource et après au niveau du traitement. Simplement pour en finir, un petit schéma voilà, que j'ai voulu, qui symbolise un petit peu hein, l'ensemble de tout ce qu'on doit encore comprendre pour aller vers une meilleure investigation et une meilleure analyse de notre environnement. Hein, on sait que les molécules ont été utilisées, produites et énormément voilà, enfin, utilisées à de nombreuses fins. Maintenant, il faut comprendre en fait leur mécanisme d'imprégnation dans l'environnement et leur potentiel mécanisme de faible dégradation du fait de leur forte stabilité en tant que molécule construction chimique. Donc voilà simplement ce schéma qui est issu en fait d'une revue d'une revue de 2024, Environmental Science and Technology, donc qui vise à essayer de comprendre voilà, l'élimination des substances PFAS via les interactions fluor-fluor. Donc c'est une revue un petit peu critique, mais voilà, qui essaye de comprendre comment interagissent ces molécules, comment on pourrait essayer de les dégrader et de par leur comportement, comment elles ont imprégné les différents milieux et si on arrive à comprendre comment elles interagissent entre elles, comment on arrive à les éliminer, eh ben, on pourra aussi mieux agir pour protéger la population. Voilà, dans l'ensemble des milieux. Voilà, donc écoutez, j'espère que Et parfait. voilà, j'ai En 30 j'ai minutes, balayé le un petit sujet a peu été balayé. l'ensemble des interrogations ou des questions que vous vous posiez. Maintenant, je reste ouverte à vos questions, sachant que je n'aurai pas forcément l'ensemble des réponses. Et puis, bah, voilà. Ok. Bah, je peux peut-être commencer en relayant la question, Charlotte, qui avait été posée déjà par mail en amont. Alors, cette question, c'était une valeur de gestion sera peut-être appliquée sur les concentrations en TFA dépassant les 60 microgrammes par litre. Quelles conséquences pour le captage en cas de dépassement et de quels leviers pouvons-nous disposer pour réduire la concentration en TFA vu la multiplicité des sources potentielles? Alors, ouais, c'est une vaste question. Alors, je confirme effectivement qu'il y a actuellement une valeur hein, qui est reconnue au niveau européen
pour le risque sanitaire lié au TFA. Donc, actuellement, effectivement, au-delà de la limite de 0,1 microgramme par litre de l'ensemble des 20 molécules dans l'eau, sachant que le TFA ne fait pas partie de la somme de la somme des 20 qui sont soumises à une limite réglementaire de 0,1. Le TFA est une molécule à chaîne très très courte que je vous présentais tout à l'heure. Il est à deux molécules de carbone de mémoire. Oui, c'est ça. Il est à 2 molécules de carbone. Donc, il est très très stable, difficilement arrêtable par les unités de traitement à l'heure actuelle apparemment. Et la valeur effectivement toxicologique, enfin la valeur retenue pour l'eau destinée à la consommation humaine à l'heure actuelle, c'est une valeur à 60 euh, euh, Microgramme. ouais, microgrammes par litre comme c'était indiqué dans la question. Après, bah voilà, quid des captages et tout ça, ça fait partie effectivement de toutes ces réflexions qui sont menées, sachant que ce TFA ne fait pas partie, comme je vous disais, des 20 molécules, donc il n'est pas investigué au titre du contrôle sanitaire depuis février 2025 au titre des ARS. Ok. Je relaye la deuxième question. Excusez-moi, Oui, Oui, c'est Anthony. moi qui avais posé la question. oui, Anthony. Je veux bien juste des petites précisions, parce que c'est vrai Ouais, que on voit que le TFA, on le retrouve dans la presse tous les 4 matins, oui, sous le poids des assos de lutte contre les mm, pesticides, notamment, et notamment Génération Future, qui cible certains phytos dont le TFA est un produit de dégradation, mais on oui, sait que c'est aussi un produit de dégradation de plein d'autres choses. oui. Euh, enfin, moi, je suis interrogé là par des collectivités clientes d'eau-et-Vilaine sur les PFAS dans nos eaux de manière Mhm, globale. Et puis, enfin, notamment, enfin, nos élus lisent la presse, enfin, nos consommateurs d'eau aussi. Euh, et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant de voir qu'aujourd'hui, cette molécule, parce que pas la plus préoccupante d'un point de vue sanitaire, hein, semble un petit peu mise de côté, on va dire, dans toutes les démarches nationales, ou en tout cas n'est pas au premier plan, alors que dans le même temps, enfin, nous, on a interpellé parce qu'elle est au premier plan dans la presse, quoi. Alors, c'est vrai que la somme des 20 molécules, hein, elle a été ciblée au niveau de la DGS comme étant effectivement les molécules à chaîne longue, des molécules qui voilà, avaient été analysées comme étant, je dirais, les plus à risque sanitairement parlant. Alors, moi, j'ai pas l'historique de pourquoi le TFA tout d'un coup est apparu comme effectivement une molécule au premier plan au niveau médiatique. C'est vrai que, voilà, initialement parlant, il n'en était pas du tout question au niveau du contrôle sanitaire. Nous, on a découvert ça, ben, voilà, de par effectivement les positions médiatiques. La capacité analytique de nos laboratoires à l'heure actuelle ne nous permet pas voilà, les laboratoires ne sont pas en capacité à l'heure actuelle de fournir des valeurs sous accréditation de recherche de cette molécule. Donc, voilà. Si je peux me permettre, enfin, nous, on travaille avec Carso, ils nous l'annoncent pour le mois prochain. Alors, il est pas pour l'instant. Après, comme je vous le disais au départ, il y a des milliers de molécules PFAS qui existent. Il y a des centaines qui sont utilisées au niveau industriel. a- Avec la somme des 20, on est effectivement loin d'avoir fait visiblement le tour de tout ce qui peut exister dans l'environnement. Alors effectivement, peut-être qu'à un moment donné, le TFA, voilà, là, le TFA, c'est ce qui est mis en évidence à l'heure actuelle. Je ne peux pas vous en dire plus. Nous, à l'heure actuelle, on ne l'intègre pas au contrôle sanitaire. Je vais faire un petit peu le pendant, peut-être avec le chlorothalonil. À un moment donné, on avait ciblé le chlorothalonil 417-811 comme étant le chlorothalonil focus et il s'est avéré effectivement que voilà un an après on nous a dit c'est le chlorothalonil finalement c'est l'autre qu'il faut rechercher c'est l'autre qui a potentiellement plus de risques sanitaires. J'ai pas de réponse voilà
côté ARS à vous apporter concernant le TFA, si ce n'est qu'effectivement, il y a une valeur intermédiaire hein, voilà, qui, au niveau protection de la population à 60 microgrammes par litre, qui a été partagé au niveau européen et établi par l'UBA, recherche sur le laboratoire, le pendant de l'ANSES côté allemand. C'est cette valeur de référence que l'on retient pour l'instant. Voilà. Ok. Si ça te va, Anthony, on va passer aux Je questions peux pas vous en dire Je vais plus. pas monopoliser la parole. Je pense que Ronan de la CEBR aurait des choses à dire. J'ai cru voir qu'il était là. Ok. Je passe à la question suivante sur le chat. Les 20 PFAS intégrés dans le contrôle sanitaire ARS Bretagne depuis le 1er février sont-elles mesurées dans les eaux brutes ou les eaux traitées ou les deux? Dans les autres traités. D'accord. Euh, Question ce qui était avant. Y a-t-il des obligations réglementaires dans le cadre de cette instruction de février 2025 pour les PRPDE? Oui, l'obligation, ce sera si effectivement on met en évidence la présence de PFAS. Enfin, l'obligation, la recommandation, c'est de toute façon de se mettre en ordre de marche voilà, pour être en capacité enfin, de viser la valeur la plus basse possible pour avoir voilà, ne pas dépasser la valeur réglementaire de 0,1 microgramme par litre à compter de janvier 2026. Oui, tout à fait, Ok, merci. Et puis la dernière dans le chat, après on prendra celles qui sont en direct. bien Quid sûr. des suites de l'enquête collaborative internationale Forever Pollution Project, notamment s'agissant des sites pointés avec une contamination présumée? Je ne sais pas. D'accord. Pas de retour sur cette enquête. Ok. Du coup, bah, on va prendre les questions en direct, hein, des personnes présentes, s'il y en a. Il y a encore 10 minutes pour les poser, puisqu'on se fixe environ 1 heure pour ces formats de webinaire organisés avec l'ATBVB, que je remercie au passage. Charlotte pour son organisation à chaque fois exemplaire. Bah, dis donc, pas de questions. Anthony, tu peux reprendre la parole hein, si tu Oui, je vous laisse Ouais, poursuivre non, mais si vous. comme je disais, je voulais pas la monopoliser, mais enfin, ce sujet des TFA, on n'a pas encore les résultats d'analyse, mais c'est vrai qu'il nous préoccupe un peu vu ce qui a été vu par ailleurs, quoi, et leur omniprésence. Alors nous l'objectif qu'on s'est fixé déjà au titre de l'ARS Bretagne, hein, c'est déjà d'avoir un premier état des lieux de la situation PFAS parce que voilà, c'est quelque chose, ça a commencé avec les investigations au niveau du milieu, au niveau des valeurs de réal. Là, effectivement, il faut d'ores et déjà qu'on ait une situation, je dirais, la plus exhaustive possible des points destinés à la consommation humaine sur l'ensemble des 20 PFAS déjà fixés réglementairement. Après, voilà, il faut déjà qu'on ait cette première, cette première image, hein, parce qu'effectivement, sur, euh, sur ces molécules, on manque de données à l'heure actuelle. Mais j'entends la priorité réglementaire, enfin, c'est logique que ça cadre l'action de l'ARS, mais c'est vrai qu'à cette priorité réglementaire vient se confronter le calendrier médiatique qu'on maîtrise pas et qui, enfin, on sait très bien, les campagnes sortent les unes après les autres avec des risques qu'on se retrouve en difficulté les uns ou les autres parce que notre captage aura été mis en avant dans une étude réalisée par une assoce ou autre qui va nous dire il y a plein de TFA, etc. Je pense que, comme pour le métolachloreza avant, comme pour les métabolites du chlorothalonil, on va avoir besoin d'éléments de langage coordonnés aussi pour apporter tous les mêmes réponses. Et là-dessus, enfin, l'ARS devrait nous aider, quoi. Enfin, en tout cas, on aimerait bien que l'ARS puisse nous aider, notamment sur l'enjeu sanitaire que représentent ou pas ces molécules.
Bah, pour le TFA, c'est ce que je vous disais, je n'en sais pas plus que ce qui avait été travaillé au départ pour établir effectivement la réglementation qui fait qu'effectivement, c'est les chaînes plus longues qui avaient été ciblées au départ comme étant un risque sanitaire. Donc après, effectivement, on pointe du doigt, voilà, désormais médiatiquement, ce TFA qui est une chaîne ultra courte. Donc moi, à mon niveau, voilà, je ne suis pas experte ANSES et je ne m'aventurerai pas sur ce volet, sachant que voilà, nous, de notre côté, nous n'avons n'a pas non plus d'éléments que ça. Et le retour sur les quantifications de ces TFA, vous les avez ou sur les différents points de production? Bah non, puisque ce n'est pas une molécule qui est Ah oui, recherchée à l'heure actuelle. d'accord. Et pourtant, Anthony, vous avez En des... fait, les assos ont fait ont Ouais. travaillé avec des laboratoires universitaires pour en rechercher à plein d'endroits. Mhm. Euh, et puis bah, quand on le cherche, on le trouve, quoi. Ouais, d'accord. Et en quantité importante, et comme ça a été dit, c'est pas une molécule qui est, enfin, on peut dire qu'elle est quasi pas traitable par les process Mm, en place Mm. sur les usines, quoi. mm. Mm. Donc une contamination généralisée par le TFA est Mais côté risque constatée? sanitaire, je pense qu'on en saura plus aussi avec les travaux sur 2025, effectivement. Il est expertisé quand même davantage? Ouais. Oui, bah oui, du fait effectivement, comme on dit, de l'importance voilà, enfin, de sa récurrence dans les médias Mm. régulièrement. Mm. D'accord. Il a été du coup, voilà, je pense que c'était pas au préalable ce qui avait été identifié et voilà, et du coup, Il pourrait être rajouté voilà, éventuellement. tout à fait. Mais il faut attendre encore, quoi. Donc la réponse, Anthony, j'ai l'impression que ça va être potentiellement récupérable dans la somme des 20, peut-être ce serait le 21e, je ne sais pas. Mais en tout cas, pas Aucune idée, tout de suite, quoi. c'est ça. Ouais, non, mais j'ai bien entendu. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas facile, du coup, d'avoir des réponses à donner quand la réglementation ne les inclut pas, quoi. Et J'ai pourtant, vu qu'il y avait une question concernant les résultats qui j'ai vu brièvement apparaître. Les euh, résultats de... euh, quand ce premier état des lieux sera disponible et serons-nous informés de ces résultats? Oui, bah, bien sûr, bah, de toute façon, ces résultats sont intégrés au titre du contrôle sanitaire, hein. Donc, effectivement, oui, oui, les résultats seront publics et oui, oui, et de toute façon, il y aura un état des lieux qui sera établi, bien évidemment, en bilan 2025. Oui. Mm. Éventuellement, on pourrait faire l'objet d'un nouvel webinaire. La Pourquoi pas? campagne de la CES porte sur combien de PFAS? Euh, je ne sais plus. L'ensemble des vins, c'est sûr. Plus d'autres. Je vois que Sophie est là. Je ne sais pas si Sophie s'en rappelle. Je... Je pense qu'il y en a une trentaine. Merci. Ouais, 5 et dont le TFA, justement. voilà. Mm. Dont le TFA, c'est ce que j'ai entendu, Oui, Sophie? Ouais, oui, 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 d'accord. oui, oui. Ok. oui. Donc, potentiellement, les résultats pourraient orienter. On aura une première piste. Ouais. Et sachez que je vous disais tout à l'heure qu'il y a 3 départements sur nos 4 qui ont été investigués. Nous n'avons pas eu d'alerte de présence de TFA sur ce qui a été les points qui ont été investigués au niveau de la campagne, hein. C'est 10 points par département. Voilà, 8, je pour crois. vous donner On a une été idée. limité, ouais, dans le nombre de prélèvements, donc Mm. c'était 8. 8, Je vous crois. avez eu sur... Je crois. Ok, Ouais, on a pris le maximum, c'était 8. d'accord. Et merci à Anthony là, pour le lien sur le chat pour que tout le monde puisse aller voir les résultats des mesures sur les sites industriels bretons qui sont disponibles effectivement Oui, sur le site des services de l'État en région Bretagne. Hum, Autre question, réaction, commentaire? Je vois que Charlotte a aussi profité de nos discussions pour mettre dans le chat les liens vers les replays des précédents webinaires et puis prochain rendez-vous le mm. 14 mars avec Eau du Pays de Saint-Malo. Alors, ouais, tout ce que je peux rajouter, hein, donc, bon, voilà, pour vous dire hein, qu'on en est quand même, voilà, au niveau national sur des mises à plat, des travaux et puis des décisions quand même qui se prennent, hein. On a vu quand même que, voilà, là, il y a eu, de par la loi,
une modification du code de l'environnement avec des interdictions de produits contenant des PFAS. Faut savoir hein, que voilà, au niveau européen, ça travaille en permanence, hein, ça travaille depuis 2020. Donc, les travaux d'interdiction des produits de PFAS, ils sont issus de ces échanges au niveau européen. Il y a actuellement effectivement une, une, des travaux qui étaient menés hein, sur les PFAS et qui ont abouti, voilà, effectivement, hein, entre 2020 et 2025 à une interdiction pour 2026 à 2030 des PFAS. Mais pour vous dire que je pense que voilà, on n'est qu'au démarrage hein, de l'ensemble de ces connaissances, que tous les pays européens travaillent ensemble et que effectivement, on voit bien que même dans la loi qui est parue en février, il est demandé pour 2026 d'avoir une nouvelle évaluation avec une réglementation ajustée des concentrations des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine. Donc D'accord. effectivement, je pense que voilà. Il y aura des réajustements, quoi. Il va y Ouais. avoir très très régulièrement des réajustements, aussi bien au niveau environnemental que voilà que au niveau alimentaire et consommation et production d'eau en particulier. Tout ça, D'accord. voilà, ça va vraiment évoluer et à la faveur de l'ensemble des pays européens. Donc ça va évoluer sûrement plus vite que jusqu'à présent où chaque pays mais c'est valable pour les pesticides, c'est valable pour tout, hein. Chaque pays maintenant n'évolue plus tout seul dans son coin, mais effectivement, les travaux européens des uns et des autres alimentent les réglementations et donc effectivement, les choses s'accélèrent malgré tout. Mm. Bien qu'on puisse tout un Regretter, ça chacun dire que voilà, va ça va passer. pas forcément assez vite. Mm, mm. Voilà. Et le lien, Muriel, entre PFAS et pesticides dans les interdictions de choses qui ont été listées tout à l'heure, il n'y avait pas les pesticides. Or, on sait que certains pesticides en contiennent. Est-ce qu'il y Bah, a... alors ça, c'est pas encore très clair de ce côté-là. Oui, on disait potentiellement que les PFOA pouvaient servir dans la stabilité, comme en adjuvant de pesticides. J'avoue que j'ai essayé de creuser, j'en sais pas beaucoup plus de ce côté-là. Euh, Mm, voilà, rien que si on prend justement le TFA, la prégnance sur le territoire pourrait s'expliquer par le fait qu'effectivement, c'est un composé qu'on retrouve dans le flufénacet, donc qui est effectivement lié aux mm, pesticides. mm, Donc, mm. c'est Ouais. c'est un métabolite du flufénacet. Alors, est-ce que la molécule, voilà, enfin, comment industriellement on en est arrivé effectivement à un lien pesticide TFA? J'avoue que voilà, j'ai pas beaucoup plus creusé, mais effectivement, il y a des TFA qui sont des PFAS qui sont produits purement PFAS et des Mm. PFAS qu'on retrouve comme une molécule étant identifiée comme un produit de dégradation d'un pesticide. La molécule, voilà. Donc tout ça, je pense que voilà, malheureusement, Et c'est que le début, hein. si je peux me permettre, il y a des Oui. publics scientifiques qui disent que dans les milieux, enfin dans les terres agricoles, dans les secteurs majoritairement avec une activité agricole, sur le TFA, les pesticides et notamment le flufénacet Mm. sont cités comme les sources majeures du TFA. Ah oui, oui, Oui. là je suis entièrement d'accord, mais comment, enfin, ce que je veux dire, c'est que euh, là, on parle d'un produit de dégradation alors qu'en fait, la molécule PFAS existe en elle-même. Donc voilà, comment on arrive d'un pesticide à un produit de dégradation qui est un PFAS? Je pense que voilà, à la base, dans la fabrication des produits commerciaux des pesticides, voilà, est-ce qu'il y a eu des PFAS réellement introduits? Enfin, ça, je ne sais pas. Mais effectivement, sur les terres agricoles, je suis d'accord avec Anthony. Oui, le TFA sera identifié comme étant un produit de dégradation. Enfin, au moins, son imprégnation s'explique par le fait qu'effectivement, il y a eu de l'épandage de pesticides. Ouais. Mm. Il y aura peut-être des recherches qui seront menées pour comprendre davantage ce lien pesticides, PFAS. Ah bah oui, 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 Ouais, bien sûr. je- Il y a déjà des. Oui, oui, pour investiguer un peu plus, quoi. ouais. Ok.
Oui, parce que est-ce que voilà, est-ce qu'il y aura d'autres présences de PFAS assimilées à ce genre de situation? On ne sait pas. Il me semble, pour répondre à la question, la dernière qui arrive sur le chat, et on s'arrêtera là, disposerons-nous à terme d'une PFAS base comme la pestibase? Il me semblait, mais Anthony est là aussi et Muriel pour confirmer, mais que les vins cités tout à l'heure seront intégrés à pestibase. Vous me confirmez, Muriel et Anthony, ou pas? Je ne me rappelle plus. On a eu la discussion pour Oui, élargir Pestibase Oui, à mais d'autres molécules, mais je crois qu'on en était ouais, resté au biocide. c'est ouais. ça. Et donc, Oui, je suis d'accord avec Anthony. comme les PFAS a priori sont pas biocides, enfin en tout cas pas systématiquement, Voilà. Mm. enfin Mm. sauf si certains, à ce que certains aient des usages autorisés comme biocides au niveau européen, sinon ils seront pas dans Pestibase. Mm. Mais bon, il faudra en parler à l'OEB, ça Bah pourrait oui, être Voilà. un beau ça fera projet. l'objet de Après, notre... vos Pestibase a déjà, voilà, si on arrive, voilà, à bien, voilà, à faire évoluer Pestibase, parce que l'idée, c'est pas seulement non plus de, voilà, de monter un tel outil, c'est de réussir à le faire vivre avec l'évolution des connaissances et dans le temps et les mises à jour et tout. Donc, voilà, là, ce sera déjà un beau pari si on arrive à maintenir ce pestibase et puis pourquoi pas lancer un appel à qui veut produire de manière homologue la chose sur les PFAS. Mais bon, de toute façon, comme je vous le disais, hein, voilà, les connaissances, elles vont se poursuivre et puis ben, de toute façon, voilà, nous aussi, on va se tenir au fait et puis voilà. Puisqu'on parle de Petit Base, j'ai remis dans le chat le replay du webinaire de l'OEB qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, hein, je crois que c'était le 5, Semaine dernière, je dirais. la Non? semaine dernière, je ne sais plus quand Oui. exactement. Vous pouvez aller le réécouter. Il y a l'accès à une version privée tout le mois de février, mars, enfin tout le mois de mars maintenant, pour pouvoir faire des commentaires. Justement, si vous avez envie de rajouter les PFAS, ça peut être une demande à faire via les tickets là, accessibles via cette version privée. Et puis, la version publique, ça sera après mars. Voilà. Donc, c'est un référentiel hein, qui permet de faire des recherches sur les produits phytosanitaires et les biocides pour mieux les connaître hein, en termes de classification, dangerosité environnementale, pour l'eau à la destination de la consommation humaine. On a aussi des infos sur leurs usages, etc., etc. Donc, je vous engage à écouter le webinaire si vous ne l'avez pas fait et puis à envoyer des messages à l'OEB, à Alexis Bourgoin qui a développé l'outil, pour le faire évoluer encore jusqu'à sa publication en version publique. Mm. Voilà. En tout cas, il est 12h32, hein, ça fait donc 1 heure qu'on est ensemble. Je remercie Muriel Thésée hein, pour son intervention, Avec Charlotte pour plaisir. l'organisation et puis vous tous pour votre participation.